Bonjour Patrick, on est le 16 décembre aujourd'hui et c'est notre troisième revue d'actualité. Qu'est-ce que tu as de beau à nous dire cette semaine? Alors, ce que j'ai de beau à vous dire, bon, j'avais pensé qu'on pourrait parler de trois sujets. Bien que nous en ayons beaucoup parlé, entendu parler sur les différents réseaux sociaux, c'est cette fameuse augmentation, ces fameuses annonces de notre vénéré président, M. Macron, qui consiste en un énorme mensonge. Ça serait la première chose. Je voudrais bien en reparler quand même, malgré tout, pour que les gens qu'on comprenne tous très très bien ce qu'il nous attend et ce qu'on nous raconte. La deuxième chose, c'est toujours, encore un mot sur cette violence qui est faite aux Français, cette violence qui est faite également, je trouve, aux Gilets jaunes, qui viennent sur les plateaux, que je trouve, encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je les trouve très très bien, je les trouve plutôt courageux, parce que face à la malhonnêteté intellectuelle et les pièges tendus par les journalistes et certains politiques, enfin, pour ceux qui se croient politiques en tout cas, ils sont, je les trouve très très bien ces gens-là, je trouve franchement, je trouve que c'est une violence qui leur est faite et qu'ils s'en sortent très bien. Et la troisième chose, eh bien, on pourrait parler aussi également de ce qui a été décidé le 8 et 9 décembre, la semaine dernière, le week-end dernier, au moment de la convention. Voilà. Donc Emmanuel Macron a ajouté la défiscalisation à la désocialisation prévue des heures supplémentaires. Qu'est-ce que cela change? Alors, ça change que l'exécutif avait prévu pour 2019 une désocialisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire une exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, à ne pas confondre donc avec les heures complémentaires. Ça consiste à dire que cette disposition n'a valeur que pour les gens qui sont au plein emploi et non pas à temps partiel. Cette mesure devait entrer en vigueur au 1er octobre de l'année prochaine. Emmanuel Macron l'a simplement avancée au 1er janvier. Tout simplement. Et l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires pourrait détruire, ça c'est ce qui a été estimé par des économistes de l'OCDE, donc on ne peut pas les prendre tout à fait pour des gauchistes, près de 19 000 emplois d'ici à 2022. D'accord. Et la désocialisation des heures supplémentaires pourrait-elle accentuer certaines inégalités sur le marché du travail? Eh bien, oui, encourager le recours aux heures supplémentaires peut accentuer la dualité du marché du travail entre, encore une fois, donc les salariés à temps complet et les salariés à mi-temps ou à tiers de temps. À temps partiel. À temps partiel. Et donc le président de la République a également annoncé une hausse du SMIC de 100 € qui ne coûtera rien aux employeurs. Qu'en est-il? De quoi s'agit-il? Alors chacun a pu le remarquer, c'est une communication mensongère. Et on va expliquer pourquoi. Il ne s'agit pas du tout d'une augmentation de salaire, mais d'une hausse de la prime d'activité. Ce qui ne concerne pas tous les salariés ou tous les revenus français. La différence est fondamentale, c'est-à-dire contrairement à une augmentation de salaire, la hausse d'une prestation sociale, puisqu'il s'agit d'une prestation sociale qui est reversée au moment des impôts, n'a d'abord aucune incidence sur les droits et le montant d'une future allocation chômage, c'est-à-dire qu'elle n'en tient pas compte. Et donc, pour les allocations chômage ou les pensions de retraite à venir pour les salariés, ces mesures-là, on ne tiendra pas compte de ces mesures, ce qui fait que par effet normal comptable, ça baissera donc et les allocations de chômage, dans le cas où on se trouve en perte d'emploi, et évidemment les points de retraite. Cela dit, ça on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas actuellement dans les cas aujourd'hui concrets, c'est ce que ça donne mécaniquement tout simplement. D'autre part, la prime d'activité ne bénéficie uniquement à celles et ceux qui ont un salaire compris entre 0,5 et 1,2 du SMIC, ce qui est tout à fait dérisoire, c'est-à-dire que les gens qui sont en deçà de 0,5, donc de toute façon pour cela ils ne payent pas d'impôt, mais ça ne va que jusqu'à 1,2 du SMIC, c'est-à-dire ça doit nous emmener à 1450, 1500 € oui, de revenus à peu près. Alors, les personnes qui se trouvent en dessus et en dessous de cette fourchette-là,
en sont exclus. Ils n'ont pas le droit à ce qu'on appelle donc la prime d'activité. Ainsi que celles ayant un conjoint gagnant plus de 2200 € net par mois. C'est-à-dire que si on prend une famille où il y a une personne qui gagne 2250 € par mois, quelqu'un qui est au SMIC, et qui est une famille qui a 2 enfants, alors on est dans je crois qu'on n'est même pas dans le revenu médian, on est, je crois, si on est peut-être dans le revenu à peu près médian là, ça veut dire que ces gens-là qui pourraient mériter d'avoir la prime d'activité ne l'auront pas. Et par ailleurs, la prime d'activité n'est pas un salaire. Ah ben non, la prime d'activité, non, c'est pas un salaire, la prime d'activité, pardon, je bafouille un peu, mais la prime d'activité a remplacé le volet activité du RSA et de la prime pour l'emploi. Et une chose à noter, c'est que ce sont les caisses d'allocation familiale qui la versent, et qui la versent actuellement à 2,6 millions de foyers. Ça veut dire que déjà, il y a 2,6 millions de foyers, ce qui fait du monde, qui, par nécessité, ont le droit à cette prime d'activité. On rappelle que ce sont les tout petits revenus, ce sont des gens qui sont à la limite de tomber dans une totale précarité et pauvreté. Donc, elle dépend, cette prime d'activité, elle dépend des revenus du ménage et non du niveau de salaire individuel, puisqu'on parle donc du revenu du ménage. Ce n'est donc pas un salaire payé par les employeurs, mais une prestation. Et c'est d'autant plus vrai que n'étant pas soumise à cotisation sociale, et non pas charge, mais enfin, tout le monde a compris la nuance, la prime d'activité n'ouvre aucun droit à la retraite. Je termine sur cette prime d'activité. Le recours à la prime d'activité et les baisses de cotisation sociale ont finalement un point commun, elles entérinent le discours patronal sur un coût, en France en tout cas, sur un coût du travail excessif. C'est donc à l'État d'en prendre une partie croissante à sa charge. Et tout cela au nom de l'emploi, alors qu'on sait que cette politique, ces dénonciations du coût du travail qui existent depuis de nombreuses années en France, il y a eu des coups de rabot, le SMIC n'est plus indexé, etc. Ça n'a strictement rien changé. Je ne parle même pas du CICE, mais en tout cas sur cette politique-là, soi-disant du coût du travail, rien n'a changé en France depuis une dizaine d'années. Et donc pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, je cite, « Le coup de pouce au SMIC, on sait que ça détruit des emplois, donc ça n'est pas la bonne méthode. » Alors ce qu'on sait surtout, c'est qu'on ne sait rien, car rien ne vient étayer ce théorème. Oui, alors bon, je vais reprendre un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le patronat français explique que donc le coût du travail en France est beaucoup trop important, donc il y aurait trop de chômage. Aucune étude de l'OCDE ne le prouve, parce que on va regarder un petit peu à l'Europe, ça va être quand même plus simple. Aucune étude de l'OCDE ne prouve ce constat, c'est totalement empirique. Et pour exemple, moi j'ai noté 2 choses. Alors déjà, on a entendu cette semaine, il y a 3 jours, le gouvernement espagnol va augmenter le SMIC espagnol de 20%, ce qui fait qu'il va arriver à peu près à la hauteur de 900 €. Ce qui est beaucoup moins que le SMIC français, donc ça veut dire que déjà dans notre projet il faudra que nous ayons un SMIC qui soit finalement régulé de façon commune sur tous les pays européens dans le temps, mais en tout cas pas trop de temps, ça c'est la première chose. Alors regardons au Royaume-Uni, qui le Royaume-Uni n'est pas non plus géré comme une société faisant de la gabegie ou payant les salaires plus chers qu'ils ne le méritent. Au Royaume-Uni, le rapport de la loi Paye et Commission ne trouve, je cite, aucun effet négatif statistiquement significatif du salaire minimum sur l'emploi. Une autre analyse détaillée confirme que la Grande-Bretagne a doublé son salaire minimum depuis l'an 2000, sans effet notable sur le chômage. Ça, c'est pour le Royaume-Uni. Pour l'Angleterre, pareil qu'on peut imaginer, avec sa culture très protestante et faisant très attention à ses sous, une étude économétrique met en lumière un important effet salaire positif sur les salaires, ainsi qu'un effet positif mais non significatif sur l'emploi. Donc, une autre étude établit que l'introduction du salaire minimum a conduit à la convergence régionale des salaires, et en particulier dans le bas de l'échelle des salaires.
sans réduire l'emploi dans les régions à bas salaire. C'est un petit peu complexe, mais ça veut dire que donc l'Allemagne, ce sont des Länder, donc il y avait des lois qui étaient différentes en termes de revenus et de salaire minimum. Ils ont équilibré ça en remontant vers le haut, et ça n'a, pour les régions, les Länder, qui donc avaient traditionnellement les salaires les plus bas de l'échelle pour l'Allemagne, le fait d'avoir remonté ce salaire-là n'a strictement pas entraîné une quelconque augmentation de chômage. C'est en Allemagne, voilà, et c'est aujourd'hui ça. La semaine sur le gouvernement espagnol, c'est ce qui vient de se passer, j'en ai parlé. Oui. Et alors sur l'ensemble des pays de l'OCDE, on ne trouve aucune indication d'effet important sur l'emploi des travailleurs peu qualifiés et des jeunes. Les élasticités estimées sont faibles et statistiquement indiscernables de zéro. C'est-à-dire que c'est quand même l'OCDE. Les patrons français continuent ce mantra qui consiste à expliquer que le travail coûte trop cher. C'est faux. C'est tout simplement faux. Et donc le gouvernement a également annulé la hausse de la CSG pour les retraités touchant une pension inférieure à 2 000 €. Une mesure pour le pouvoir d'achat également ? Alors, il faut bien avoir en tête que c'est un simple aller-retour de la citation antérieure. Il s'agit uniquement de l'annulation d'une augmentation prévue par ce gouvernement. C'est tout. Il ne s'agit rien d'autre, tout simplement parce qu'ils ont eu peur évidemment des gilets jaunes. Et puis j'ajouterais qu'on ne va pas parler des primes de fin d'année. Alors celles-ci sont perçues, on a pu le voir sur les plateaux, par les gilets jaunes, comme une aumône, les primes de fin d'année, au bon cœur des entreprises. Et on peut voir cette semaine, Total, qui par ailleurs ne paye pas ses impôts, par ailleurs est un établissement écologiquement absolument épouvantable. Le patron de Total propose une prime de 1 500 € à chaque salarié. On peut se demander où ils ont trouvé cet argent-là, tout d'un coup. Là, les salaires ne sont plus trop chers. 1 500 €, je ne sais plus combien de milliers de gens travaillent pour cette entreprise française qui est je crois, la plus puissante au CAC 40 français, en tout cas. C'est assez étonnant, quoi, voilà. Monsieur Macron propose ça, et tout d'un coup, pouf, il y a un patron qui arrive, et hop, c'est Monsieur Total, j'ai oublié son nom, Monsieur Richard, je crois, j'ai oublié son nom. Et là, tout d'un coup, il y a une prime de 1 500 € net pour chaque employé de Total. Si c'était pas aussi pitoyable, cette action, ça nous ferait rire ou pleurer, je ne sais pas, mais on sent tellement la manipulation. Et donc on va changer de sujet maintenant. Oui. Les gilets jaunes. Et oui. Tu voulais un peu parler de la violence et comment elle est traitée, notamment sur les plateaux. Oui. Comment elle détourne un peu Comment elle prend la part première du sujet, alors que le sujet, c'est pas la violence. Oui, alors effectivement, on a déjà parlé de la violence, on en parle beaucoup, et d'ailleurs on en parle trop. Parce que le fait de parler uniquement que de la violence fait que la violence c'est condamnable, sauf que c'est pas un sujet d'analyse d'un programme, d'une contestation. La contestation ne se fait pas parce qu'elle est violente, il y a la contestation avant. Donc pour décrédibiliser les gens, l'astuce consiste à parler de la violence, ce qui donc devient juste un élément de moralité, et personne ne peut répondre « Ah ben si, moi je suis tout à fait d'accord pour la violence ». Bon, quelques-uns s'aventurent en disant « Écoutez, il y a la violence parce que les gens sont poussés à bout ». Mais au-delà, ça ne peut pas. Mais en tout cas, ça ne parle pas, dans ces cas-là, ça ne parle que de la violence, que de ses effets, qui sont d'ailleurs issus des deux bords, de toute façon, la violence, ça nous le savons, et ça ne permet pas de continuer une analyse. Ça me fait penser à quelque chose qu'on avait déjà vu, qu'on a l'habitude de voir, c'est avec ce fameux point Goldwyn, comme il est dit dans les médias depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on place quelqu'un à un endroit où il ne pourra plus, où il est disqualifié. Quand il y a eu des attentats, chaque fois qu'il y a des attentats, puisque maintenant les attentats sont donc tous des attentats islamistes, dit-on. Oui, dit-on. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait déjà annoncé à Strasbourg.
on avait compris qu'on avait affaire à un petit malfrat qui avait eu 27 arrestations, et puis tout d'un coup, paf, il avait dit Allah Akbar. Donc ça tombait bien. Donc, le jeu consiste dans ces cas-là, donc, à aller chercher tout de suite, immédiatement, des gens qui sont donc soupçonnés d'être peut-être sympathisants. C'est comme pour les gilets jaunes. Hein. Donc, alors, cher monsieur, chère madame, évidemment, bien sûr, naturellement, vous qui êtes musulman, ou en tout cas soupçonné d'être tel, naturellement, vous condamnez bien le terrorisme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui, je condamne le terrorisme. Ah bon, voilà, voilà. Donc vous voyez, ces gens-là sont ignobles, innommables, et on ne parle pas du terrorisme, on ne parle jamais des causes du terrorisme. C'est à peu près le même système. J'ai vu, c'est une émission qui a, je crois, beaucoup circulé, et BFM, LCI, je ne sais pas, enfin, une de ces antennes comme ça en continu. Il y avait une émission où il y avait un syndicaliste qui est devenu, j'ai appris, je ne savais pas, qui est devenu, donc on lui dit qu'il est comédien maintenant, qui s'appelle Xavier Mathieu. Bon, alors pour expliquer, il y a Fanny et Alexis du groupe d'action qui sont avec nous ce soir. Hein. Voilà, un peu de soutien, de façon que je ne digresse pas trop. Et donc, c'était une émission où il y avait Ruth Krief et puis quelqu'un d'autre avec elle, qui était lui un peu plus honnête, et il y a eu une sorte d'acharnement sur cet homme qui manifestement était extrêmement en colère, sur cet homme qui n'a pas forcément tout à fait l'habitude des plateaux, et qui surtout a un mal fou à se contrôler et est resté dans les codes de la bonne décence du plateau, où on peut se dire les pires horreurs, mais à condition de se les dire avec, si possible, quelques références politiques ou culturelles, c'est mieux, et surtout pas ne pas en sortir. Et on voyait monter cet homme à qui on faisait grande violence, qui lui-même se sentait pris dans ce débordement de violence, puisqu'il avait l'impression d'être maltraité, ce qu'il était d'ailleurs, il était maltraité, il était méprisé par une journaliste en tout cas en particulier, et il avait un mal fou à s'en sortir, et fort heureusement il a réussi, mais c'était lui faire une énorme violence, parce que j'ai eu l'impression, moi, que lui-même s'en rendait compte, et c'est tout à fait insupportable. C'est-à-dire qu'on a traité cet homme dont on pouvait imaginer quels seraient les endroits de faiblesse, pour le pousser à bout, pour montrer quelque chose qui était d'une violence. Peut-être attendait-on un clash sur le plateau, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Oui, donc quand tu parles de violence, tu parles pas seulement de la violence qu'il y a dans la rue, des manifestants ou des violences policières, tu parles aussi de la violence qu'il y a sur les plateaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, parce que c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui empêche les gens de réfléchir vraiment à ce qui se passe sur le plan social et sociétal et politique. Ça empêche de penser. Oui, ça empêche de penser, et puis surtout, la violence disqualifie le mouvement. C'est-à-dire, c'est une façon de disqualifier. On ne peut rien faire, strictement rien. Et donc ensuite, tu voulais nous parler de la surpolitisation que tu considères comme un premier écueil. On veut absolument mettre, pour revenir aux gilets jaunes, on veut absolument les placer dans un... D'abord, on veut les agréger à un mouvement politique où... Alors, sont-ils politisés, oui ou non, hein? S'ils sont politisés, sont-ils sympathisants desquels? Alors, ils sont forcément sympathisants de l'opposition. C'est-à-dire que dans l'entendement du journaliste et de l'entretien qui est mené, de l'enquête et du sujet qui, en théorie, devrait être totalement ouvert, il n'est jamais question qu'il puisse y avoir des gens qui, par exemple, auraient voté pour ce gouvernement-là et qui se trouveraient déçus, floués ou autre chose, ou des gens qui n'auraient pas voté. On veut absolument les placer dans une case. Alors ça, il y a un surdosage là-dessus. Donc, on a dit dans un premier temps, on entendait dans un premier temps que, oh là là, tout ceci, à l'approche des européennes surtout, ça allait profiter au Front National. Il y a une petite étude, c'est pas vraiment tout à fait une étude, c'est un sondage, hein, sur 120 personnes, je crois. Donc ça n'a aucun effet statistique, démontrant que, en gros, il y avait 35% de gens qui se disent apolitiques et qui sont des gens qui ne votent pas. Donc cette fameuse majorité silencieuse qu'on trouve tout d'un coup
à parler et à se parler entre eux. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent, hein, naturellement, parce qu'ils ont l'impression d'être isolés tout seuls chez eux, en ayant quand même des difficultés considérables, et ils s'aperçoivent qu'ils le savent, mais en tout cas, ils arrivent à mettre des mots dessus, ils arrivent à en parler sur ces fameux ronds-points. C'est un truc qui est assez formidable. Sociologiquement, c'est assez formidable. C'est une espèce, effectivement, de révolution citoyenne, cette affaire-là. Et donc, on veut absolument les astreindre donc, dans des lieux politiques, et surtout de les piéger et d'essayer donc de leur dire qu'ils vont être récupérés, c'est-à-dire d'en faire une manœuvre de l'opposition contre le gouvernement, c'est-à-dire dénier aux Gilets jaunes toute indépendance ou autonomie de contestation. Et à l'inverse, la totale dépolitisation, c'est soit l'un, soit l'autre, suivant le gilet jaune ou les 2-3 gilets jaunes qui sont invités sur le plateau. Si on sent et très très vite, et puis avant, il y a eu, ce qu'on sait comment ça se passe, il y a eu des échanges. Donc les questions qui sont posées, il y a eu déjà un petit sondage des journalistes sur ces gens qui viennent là et qui viennent voir. Si là tout d'un coup, sur le plateau, il y a des gens qui se disent non politisés, là à ce moment-là, il y a surenchère. Donc il y a une surenchère de la non-politisation et de dire, mais vous voyez, de toute façon, donc vous n'êtes pas politisé, vous refusez les partis d'opposition républicains. À mon avis, il n'y en a qu'un, mais bon, ce sont les insoumis. Non mais sérieusement en plus. Et vous refusez les syndicats. Donc, essayez donc de former des groupes et essayez donc qu'il y ait des leaders, c'est-à-dire les mettre dans une position délicate de structure et non pas d'essayer d'entendre et de comprendre ce foisonnement de contestation. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est d'essayer de les décrédibiliser. Alors qu'ils sont en train de faire un travail formidable, c'est-à-dire qu'ils sont en train de ramener des gens qui n'allaient plus au vote, qui étaient dans l'abstention, en ne se montrant pas, si eux-mêmes ont une appartenance, je dirais, politique, ou syndicale, ou autre chose, en ne voulant pas la mettre en avant, de façon à pouvoir fédérer une parole de contestation, parce qu'ils ont la même que leurs copains. Sauf que eux, en ont déjà conscience et savent l'exprimer, puisqu'ils sont déjà dans des lieux de politisation, je dirais, et les autres non, et le refusent. Donc ils sont en train de faire un travail formidable. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est d'essayer de se moquer d'eux, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la plus grande violence. Et non pas de casser une vitrine. Bien sûr, casser une vitrine, c'est pas très sympathique. Mais c'est pas ça la violence. La violence, c'est de maltraiter ces gens-là. Ils sont quand même extrêmement nombreux. Oui, puis de les décrédibiliser en sous-entendant que ce sont des militants politiques. On en parlait tout à l'heure par rapport à On n'est pas couché, le Cauchy qui s'est fait... Monsieur Cauchy, j'ai oublié son prénom, qui s'est fait piéger sur le plateau de Laurent Ruquier et qui était un peu... on a déduit en fait, ils ont par déduction reculé un peu. Il voulait absolument lui demander pour qui il avait voté aux dernières présidentielles. Ce qui est tout à fait incroyable. Est-ce qu'on demande à un journaliste pour qui il vote? Comment peuvent-ils, ils n'oseraient pas, alors un politique, ils le savent évidemment, ils n'osent pas auprès des syndicalistes, ils n'osent pas auprès d'autres invités, que ce soit un chanteur, un comédien, enfin le monde du spectacle, ou scientifique, un chercheur, on ne lui demande pas « Ah mais cher monsieur Axel Kahn, vous avez voté pour qui ?» On le sait, il l'avait dit lui-même, mais ça c'est autre chose. Non mais c'est incroyable, et tout vrai c'est que cet homme est quelqu'un qui vient sans avoir aucune de ces sortes d'appartenances qui permettent d'être médiatique. Parce que pour être médiatique, il faut rentrer dans des cases. Il y a des série de petites boîtes, comme ça, on rentre dedans. Et donc, comme lui ne l'est pas, mais qu'il est là quand même, donc on lui impose ça, ce qu'on a à imposer à personne. Le vote, on en parle si l'on veut, mais le vote est secret. On ne peut pas. C'est un délit de démocratie que de faire ça. Oui. Oui, je me disais qu'ils obligent les gens à se mettre eux-mêmes dans des cases parce que je pense que ça les inquiète beaucoup de ne pas pouvoir les qualifier. Parce que du coup, ils ont affaire à des gens qui ont une pensée, qui ont une expression politique, citoyenne, mais ils ne savent pas où les ranger de façon à pouvoir ressortir leurs arguments habituels, leurs questions habituelles. Ça les désarçonne. Et je pense que être désarçonné, ça suscite chez les journalistes ou chez les gens qui font les interviews beaucoup de violence parce que pour eux, c'est important que chacun soit à sa place et n'en sorte pas. Oui, bien sûr, et puis c'est obliger donc les gens à
à se justifier, c'est se justifier. Vous êtes dans la contestation, certes, mais alors justifiez-vous, justifie-toi camarade. Et donc, tu n'es ni là, ni là, ni là, mais où es-tu? Tu n'existes pas. C'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'aux dernières élections, il y a eu plus de 25% les présidentielles d'abstention. Il y a eu plus de 40% aux législatives. Donc ça fait des masses de Français qui sont énormes. C'est une masse tout à fait considérable, qui est alors pour le coup, qui montre bien que la démocratie ne marche pas bien, pas suffisamment bien. Pour une partie, ce sont des gens qui viennent là et qui font partie justement de ces gens, cette fameuse majorité silencieuse. C'est très curieux. On en parlait encore jusqu'aux années 80-81. C'est-à-dire jusqu'à Mitterrand. Après, on n'en a plus parlé de la majorité silencieuse. Parce qu'après, ce sont devenus des... la majorité silencieuse, ce sont ceux qui, périodiquement, petit à petit, se mettaient tout d'un coup à voter pour M. Le Pen. Qui, lui, en plus, alors, il était défendeur de la majorité silencieuse. Ça faisait partie de son slogan à M. Le Pen. Donc, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Donc, sous ces gens qui ne veulent plus de ça, et pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, parce que bon, moi, je peux en parler... parce que c'est des choses que j'ai vécues, mais pour des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément cette affaire-là, ils sont maintenant dans une désaffection complète. Pour certains, ils n'ont jamais vu leurs parents voter, c'est-à-dire que les 30 ans, moi j'ai des enfants de 30 ans, donc pour certains, ils n'ont jamais vu ma génération voter, cette fameuse majorité silencieuse, et donc il y a cette espèce de chose qui est là, et donc avec une méfiance totale du politique, d'autant plus que le politique ment. Et donc pour prendre les citoyens au sérieux, replacer l'événement dans les structures. Oui, la colère des Gilets jaunes doit être prise au sérieux, très au sérieux, et elle ne devrait pas surprendre, parce qu'en fait elle s'inscrit dans une évolution à la fois économique, et de la perte de représentativité des élites. C'est-à-dire, il y a deux conjonctions qui arrivent en même temps, qui font que le politique est totalement décrédibilisé, et la pression économique sur les ménages est tellement forte que, évidemment, ça crée ce mouvement et cette contestation. Donc, il faut tout à fait le prendre au sérieux, parce que c'est pas un phénomène qui nous tombe du ciel, qui arrive parce qu'il y a des gens mécontents. C'est un phénomène parce que la société est dans cet état-là. Alors, il y a autre chose aussi qui est à noter, deux choses qui, à mon avis, sont importantes. C'est que le pouvoir essaye de les remplacer, essaye de faire diversion, après avoir annoncé des mesures que l'on a vues tout à l'heure, totalement grotesques, parce que faux, c'est se moquant des gens. Pour le SMIC, le SMIC, la prime d'activité, enfin, etc., toutes ces choses-là. Ils essayent de renvoyer les Gilets jaunes, en gros, dans leur mairie. Rentrez chez vous, braves gens, circulez, il n'y a plus rien à voir. Ce qui est absolument dérisoire, c'est que les maires ont de moins en moins de pouvoir, et surtout, ils ont moins de pouvoir, parce que surtout les maires manquent d'argent. Il y a eu un sondage qui a été publié il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, je ne me souviens plus, dans Le Monde, un sondage, une étude plutôt, et en fait, pratiquement la moitié des maires des communes de, je crois que c'est des moins de 5000 ou 7000 habitants, mais enfin, donc c'est une énorme tranche, hein, je crois que ça correspond à 80% des communes, ne veulent pas se représenter. Alors que les maires, justement, pourraient être les interlocuteurs parfaits pour les Gilets jaunes dans un monde qui ne se moquerait pas de cette hiérarchie du pouvoir qui va jusqu'à la mairie, parce que les maires, pour la plupart, sont élus sur une étiquette non politique. Ils sont élus pour des capacités et un respect de leurs concitoyens de manière générale. Ils font plusieurs mandats. C'est-à-dire que le maire a une position sociale qui pourrait être totalement reconnue par les Gilets jaunes. C'est-à-dire que ces fameux Gilets jaunes, enfin toute cette frange de gens qui sont cette majorité silencieuse, peuvent parfaitement bien s'entendre et aller essayer de faire remonter de l'information, des doléances, à partir des maires, certes, mais quand ça marche bien, c'est-à-dire quand les maires croient encore à ce qu'ils font. Or, en fait,
l'endroit le plus, effectivement, qui est l'endroit le plus fin, la mairie c'est l'endroit le plus fin, il y a 37 000 communes en France. C'est l'endroit le plus fin de l'objet politique, social, culturel, etc. Tout est là, tout est là. C'est pour ça que les maires, souvent, en tout cas, ils ont sans doute des positions politiques, mais ils ne se font pas élire sur un programme politique, les maires, à 90%, ce qui est quand même énorme et très notable. Eh bien, ces gens-là, 50% des petites communes, ne veulent plus se représenter parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller les envoyer chez les maires? C'est de l'enfumage. Ou alors ils ne connaissent pas, ou alors les gens qui ont proposé, ça ne connaissent pas du tout je dirais, l'organigramme politique et territorial français. Donc, apaiser la colère plutôt que de l'exacerber. Je pense que le pouvoir politique, lui, dans un premier temps, serait bien avisé de donner à ses forces de maintien de l'ordre les mêmes consignes claires de retenue et de stratégie de désescalade qu'ils essaient de glisser aux gilets jaunes, ce qui permet comme ça de ne pas entendre et de ne pas du tout écouter, de ne pas donner de réponse à ce qu'est cette contestation. La désescalade aussi, plutôt que les exacerber, oui, donc la France Insoumise, par exemple, est constamment sur le plateau. On essaye de piéger les représentants qui se trouvent là. Les gilets jaunes ne prêtent jamais flanc à cette chose-là et il n'y a pas eu, à ma connaissance, aucune demande de gilets jaunes s'adressant à un député ou à un représentant de la France Insoumise lui disant de ne pas récupérer ce qui se passe, puisque les insoumis font extrêmement attention de ne pas le faire. Donc c'est un pur procès d'intention du gouvernement et de ses affidés, évidemment, tous ces médias. Alors que ces gilets jaunes peuvent reprendre des gens du LR ou des gens du Front National sur ce sujet-là. Donc, ils peuvent les reprendre, tu veux dire quoi quand tu dis ils peuvent les reprendre? Parce qu'ils peuvent avoir l'intention d'être pris par, ou en tout cas ils suspectent en tout cas dans les oppositions. Il y a trois oppositions fortes. Il y a la France Insoumise, le Front National et les Républicains. Les Insoumis ne sont jamais soupçonnés par les Gilets jaunes de vouloir être récupérés. Alors que par contre, parfois, quelquefois, il y a un petit mot qui se détache, un truc, c'est-à-dire qu'un politique LR ou FN dit quelque chose, immédiatement s'emboîte le pas d'un gilet jaune qui va dire quelque chose sans forcément le prendre de front, mais en tout cas disant « attention, on n'est pas récupérable, on n'est absolument pas récupérable ». Donc lorsque les journalistes disent à la France Insoumise, à M. Mélenchon ou d'autres, Corbière, enfin, ceux qu'on voit le plus souvent sur les plateaux, vous encouragez la violence, mais c'est irresponsable, ce n'est pas, etc. Non, c'est-à-dire que les insoumis soutiennent les gilets jaunes dans leur contestation, mais ne soutiennent aucunement de la violence. Et s'il faut considérer que pour arrêter la violence, il faut arrêter la contestation, c'est non, parce que ça c'est une manœuvre politique. D'accord. Alors une deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que le pouvoir politique ne doit pas attendre un pourrissement de la situation. Et c'est simple, il n'a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule voie. S'il pense que ça va pourrir, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et donc il doit donner clairement raison aux Gilets jaunes sur leurs revendications immédiates relatives au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent immédiatement faire, ce qui est demandé, rappelons, c'est une augmentation du SMIC, une vraie augmentation du SMIC. Bon, donc les charges on ne parle plus du tout là maintenant des charges sur l'essence. Cela dit, il reste quand même quelque chose à savoir, c'est que il y a un très fort pourcentage de taxes que prend l'État avant cette même augmentation, qui de toute façon était important sur la taxation donc du litre que ça soit du diesel ou que ça soit de l'essence. Donc le gouvernement serait bien avisé de faire carrément une petite réduction de ses propres taxes à la pompe,
ce qui serait un geste symbolique important pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire aller plus loin même que la demande, donc le SMIC, peut-être pourquoi pas cette affaire-là, rétablir l'ISF, parce que ça, franchement, c'est vécu par la France entière à 90%, comme étant une totale injustice, et en plus ça ne donne strictement rien pour l'économie, ça chacun le sait. Et le référendum. Alors le référendum d'initiative citoyenne, oui, il faut accepter de vouloir en parler, accepter de le mettre en place, mais je pense que ce qui serait judicieux, c'est que les Gilets jaunes s'appuient là, à ce moment-là, également, donc sur le monde politique. Et donc, tu voulais conclure avec la... Ah oui, j'ai une conclusion, oui, sur la violence. Après avoir été comme ça très pris toute la semaine, et depuis plus de la semaine d'ailleurs, par tous ces mouvements de violence qui sont de la vraie violence et de la violence qu'on fait aux Gilets jaunes, il y a une petite phrase qui m'est apparue, c'est que la violence émane de la colère, qui elle-même est la fille de l'amertume, en réaction à l'ignorance d'une politique asociale. C'est-à-dire que cette violence générée par les Gilets jaunes, c'est une sorte d'amertume, une sorte de désenchantement du monde, pour reprendre l'autre, parce que cette politique est tellement asociale que devant une telle atteinte, un tel désenchantement, c'est la violence qui remplace un vide, puisqu'il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais ajouter que la solitude des gens, elle est tamponnée par une gestion technologique. C'est-à-dire que la solitude des gens, elle est maintenant simplement gérée et entourée. C'est pas simplement de l'informatique, mais c'est tout un système administratif qui est de plus en plus déshumanisé. Alors que même l'administration française était tout à fait humanisée, puisqu'on s'en plaignait assez par le passé. Et ajouter aussi que, en ce qui concerne les débordements, les fameux débordements, eh bien, les débordements, à partir du moment où il y a des contestations, où il y a une colère, sont inévitables. Parce que une colère, c'est cerné. Donc il y a forcément une marge, il y a des bords à une colère. Et donc forcément, s'il y a des bords, ça veut dire que ça déborde, tout simplement. Donc, il est grand temps de prendre soin des Gilets jaunes qui sont une sorte, j'ose, un peu des lanceurs d'alerte sur une France très paupérisée, pas entendue, maltraitée. Et donc d'arrêter d'agiter le chiffon rouge, mais plutôt de les écouter, je crois. Et moi j'aurais une question à te poser, à oui, ajouter. Bien sûr. Est-ce que tu penses que ça va perdurer? Est-ce que les choses vont s'envenimer? Ah oui. Alors s'envenimer dans des violences, par exemple? Dans la mesure où de toute façon on sait pertinemment que Macron ne lâchera rien sur le rétablissement de l'ISF, que de toute façon il prendra systématiquement sur les dépenses publiques ou sur des baisses de cotisations sociales. Oui. Le débat avec les maires, qui se fait à l'échelon des communes, on sait que c'est quand même un peu, tu l'as dit. Et puis ça va prendre des mois. Et d'abord, premièrement, c'est pas réalisable, mais ça va prendre des mois, donc ça va pas. Et puis il n'y a pas un engagement formel. Il faut. La proposition que je proposais sur le référendum, c'est une sorte d'engagement qui serait inévitablement non contournable, puisqu'elle serait inscrite dans des ordres du jour et un travail du Parlement. Donc, de toute façon, là, il serait coincé, il serait obligé d'y aller. Ça, c'est la première chose. Alors, je ne sais pas, c'est très difficile de prévoir. Moi, ce que je crois, pour avoir entendu beaucoup de gens qui sont maintenant fatigués, je parle des Gilets jaunes, parce qu'on parle de la fatigue des forces de l'ordre, oui, bien sûr. Les forces de l'ordre, ils sont payés pour être forces de l'ordre. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas payés pour être Gilets jaunes. Et au contraire, ils perdent de l'argent. Non, mais c'est vrai, ça a l'air un peu rigolo, mais c'est vrai que c'est absolument affreux, et qu'eux-mêmes sont extrêmement atteints. Moi, je trouve ces gens très, très, très courageux. Je veux dire, c'est une leçon de courage qu'ils donnent, parce qu'ils font une contestation qu'ils ne souhaitent pas être violente, qui est violente par nécessité, par le système, et ils restent parfaitement dignes. Ces gens qui parlent, qui expliquent qu'ils gagnent à peine le SMIC, sur des plateaux avec des gens qui gagnent des sommes folles et qui restent parfaitement dignes,
et qui font comme s'ils ne voyaient pas les petits sourires en coin, je trouve assez formidable. Alors, ce qui va aussi au nombre de sur place. Et sur place quand aussi. On voit les gens estropiés qui perdent des. Ça montre aussi comment le libéralisme finalement est un véritable autoritarisme. Ah oui, mais le libéralisme aussi à cet endroit-là, c'est un fascisme rampant. Mais c'est un fascisme. On est en plein dedans. D'ailleurs, le mantra de M. Macron, c'est quoi? C'est la jeunesse et la vitesse. Mais si on se souvient bien, notre Italien préféré Mussolini, le fascisme en Italie est arrivé comme ça, c'est-à-dire avec ce futurisme, cette notion d'industrie qui allait extrêmement vite, l'automobile, etc., et la jeunesse. Et donc c'est la vitesse, là maintenant c'est plus l'automobile, c'est les startups. C'est Internet, hors Internet, point de salut. Et puis c'est la jeunesse, voilà. Et la jeunesse qui veut réussir, bien sûr. Celle qui n'en est pas capable, elle est déjà mise à part. Donc ça, c'est une graine, je ne dis pas que ces députés sont fascistes, mais il y a une graine, il y a un fond de pensée politique, si on peut leur octroyer un peu de politique, qui est fascisante. C'est-à-dire, en germe, il y a ça. Alors pour répondre, parce que j'ai pris trop de temps, je pense qu'ils vont prendre du temps pour se reposer, je leur souhaite. Moi j'ai aucun conseil, mais je pense que il faudrait continuer à se montrer, être un tout petit peu là, puis se reposer, et puis reprendre en janvier. Et il faut que nous réfléchissions à savoir comment, surtout ne pas en tirer parti, mais comment les aider. Je crois. Et on va aborder le dernier sujet sur la convention et la convention qui s'est déroulée le week-end dernier. Alors bon, dernière chose qu'on va aborder, puisque tout ça est encore un petit peu long, la convention, on est sorti 3 choses, donc les mouvements politiques qui vont se mettre en place, c'est-à-dire la méthode. Il est sorti de la convention, il est sorti le programme, qui est un programme assez long, très fourni, plutôt bien fait. À nos yeux, un petit peu un catalogue de choses tout à fait intéressantes, même si c'est structuré en 5 grands thèmes. Il y a beaucoup de choses et il manque sans doute un petit peu d'éléments plus primordiaux à mettre en avant que d'autres. Il y a d'autres qui sont trop induits. Bon, c'est bien, c'est un programme, donc c'est un programme. Ça veut dire que nous, on a du boulot derrière. On a du boulot pour essayer d'en faire quelque chose et d'essayer de voir ce qu'on va faire ici dans le 15e, ce qu'on va pouvoir faire suivre, porter. Et c'est pour ça, d'où l'idée un peu qu'on avait déjà émise d'un questionnaire qui permettrait, à partir de ce programme, de voir quelles sont les priorités que les gens souhaitent voir et on attaque. Voilà, donc ça c'est... Mais on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va en parler tous les mois qui viennent du programme. Et la dernière chose, c'est que donc on a pu comme ceci voir toute la liste des députés. Bien, très bien, il y en a 74, 75, 17, 18, je ne sais plus exactement. Et j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon était l'avant-dernier et que Charlotte Girard était la dernière dans la liste. Voilà. Bon, Charlotte, en fait, finalement, elle ne voulait pas participer à ça. Et Jean-Luc Mélenchon on a dû le mettre là pour lui dire, mais il est évidemment qu'il ne sera pas élu, puisqu'on n'aura sûrement pas 77 ou 78 députés. À l'Europe. J'ai regardé la liste, j'ai regardé les gens. C'est assez divers, je crois plutôt bien. La tête de liste, c'est la tête de liste, c'est jeune femme, c'est bien. On rappelle son elle a en tout cas une Manon Aubry. Manon comment? Manon Aubry, je crois. Manon Aubry, oui. Tout à fait, Manon Aubry. Bon, qui auparavant était porte-parole d'Oxfam, de l'ONG Oxfam, qui, je rappelle, est une ONG anglaise d'origine, mais enfin, donc il y a une partie en France, évidemment, il y a une branche française. Bon, c'est bien, si j'ai bien compris, j'ai pas eu le temps de tout détailler, tous les profils des uns et des autres, elle est plus spécialisée, tu me disais, Jocelyn, je crois. Elle est engagée dans tout ce qui est évasion fiscale. D'accord, il y a du boulot. Fiscale, ouais. Voilà, bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, il y a cette chose qui est là. Moi, je crois, mais on en reparlera encore une fois, et je vais conclure juste avec ça.
Je crois qu'il faudra être absolument rigoureux et précis, nous-mêmes, pour voir quelles sont les questions qui nous seront posées, parce qu'on veut transformer cette Europe. On essaye de la transformer, et si on ne la transforme pas, il faut qu'on se donne les moyens de faire autrement, et peut-être sans l'Europe. Donc il faut rester sur cette ligne-là, il ne faut pas en dévier, il faut savoir que si après tout on peut emballer cette Europe vers quelque chose qui est ce que l'on souhaite, ce qui permet donc d'appliquer les politiques économiques en France, mais aussi celles qu'on souhaiterait voir appliquées également dans d'autres pays, c'est-à-dire de l'écosocialisme. Simplement, s'il y a des difficultés, il faut qu'on sache comment on fait et bien s'y préparer et ne pas se cacher derrière des paraphrases ou je ne sais quoi, parce que je pense que, par exemple, les Gilets jaunes nous attendent. Parce que les Gilets jaunes, ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes à l'Europe. Donc les Gilets jaunes, ils veulent voir la politique française transformée et ils nous disent « démerdez-vous avec l'Europe ». Donc si vous n'êtes pas capable de faire ce que vous nous proposez en France, eh bien on ne votera pas pour vous à l'Europe. Donc ça me paraît important d'être dans une position parfaitement claire et courageuse. Bon, eh bien, je pense que c'est la conclusion. Oui, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, tout à fait. On va se réunir Le au 20. niveau du groupe d'action le 20, Oui, on peut le rappeler. On va probablement essayer de refaire une dernière avant Noël, puis on fera une petite pause. une petite vidéo avant Noël. Oui, je pense. Oui, j'ai acheté un chapeau avec Et une barbe. On une barbe jaune. On rappelle un petit pouce bleu pour nous encourager. Les 2 pouces, moi je préférerais carrément. Et je crois que puis c'est pas possible. de s'abonner. De s'abonner. Et puis pour le 20, si vous pouviez avoir la délicatesse de vous inscrire, ça serait bien. Comme ça, on peut déjà se compter pour s'organiser. Voilà, à bientôt.